Bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle critique. Il est question aujourd'hui d'Interstellar, le dernier film de Christopher Nolan. Vous connaissez tous Christopher Nolan, hein, Inception, pardon, les 3 derniers Batman, et éventuellement Le Prestige, qui apparemment a le Prestige qui a une bonne cote apparemment pour les Américains, donc pourquoi pas. Interstellar, donc un film de science-fiction avec, alors attention il y a du monde, Matthew McConaughey. Alors c'est McConaughey qu'on dit ou McConaughey? McConaughey. Je serais tenté de dire McConaughey, ouais, allez. Matthew McConaughey, Jessica Chastain, Anna Hathaway, Michael Caine, décidément que des gens avec des noms en Hain, Wes Bentley, Casey Affleck, on a un caméo de Matt Damon aussi, enfin, caméo rôle secondaire, pourquoi pas. Et un acteur dont j'ai oublié le nom, John Lithgow, voilà, qui joue le beau-père de McConaughey dans le film. Alors pour ceux qui n'en remettent pas John Lithgow de tête, c'est celui qui jouait le tueur de la Trinité dans Dexter, pour ceux qui ont regardé Dexter. Sinon, je n'ai pas d'autres références, désolé. C'est donc un film de science-fiction, et bordel, waouh. Alors, avant de regarder le film, avant de faire cette critique, j'avais regardé la critique de Durandal sur le film, enfin le vlog de Durandal sur le film, qui disait que c'était un film de science et non de science-fiction. Ouais, il y a quand même pas mal de fiction là-dedans. Alors, c'est vrai que le film, le film a été comparé à tort, je trouve, à Gravity, qui était sorti l'année dernière et qui parlait aussi beaucoup de l'espace. La différence, et certains ont d'ailleurs dit que Interstellar c'était Gravity avec un scénario. Déjà ce sont deux films complètement différents, parce que Gravity parle de cette peur en fait de dériver dans l'espace un peu, enfin c'est notamment ce que j'ai retenu du film, alors que Interstellar parle vraiment de l'infinité, enfin en quelque sorte parle de l'infinité de l'espace et du fait que vraiment on ne sait rien en fait. On a beau savoir, croire qu'on sait beaucoup de choses sur l'univers, en fait on ne sait que très peu de choses. C'est en ça que les films sont différents. Et donc oui, je trouve cette comparaison assez inutile, parce que déjà Interstellar est 1000 fois meilleur que Gravity. Oui, seulement parce que voilà, oui, c'est pas du tout la même problématique, on va dire. L'histoire du film, donc. Alors l'année n'est pas précisée, je dirais dans le film on doit être proche de 2030-2040, parce que la technologie reste encore assez... elle est avancée, mais ça reste, on va dire, les gens sont habillés comme les gens de notre époque, c'est-à-dire des années 2010. Du coup je situerais le film dans un bon 2030-2040. Donc 2030/2040, la Terre est en train de se mourir, la surexploitation que les hommes ont faite sont en train de la tuer, les denrées les denrées on va dire qui sont très faciles à cultiver, telles que le blé, le maïs et tout ça, commencent à ne plus pousser. Dans le film c'est le blé qui commence, en fait les gens ne se nourrissent que de blé, et encore un des scientifiques nous apprend dans le film qu'en fait le blé est voué à disparaître. Il y a des tempêtes de poussière partout, bref. C'est la merde, la planète est en train de crever. Et du coup, Matthew McConaughey, qui joue qui s'appelle, je crois, Cooper, voilà, Joseph Cooper. Alors, il faudra qu'on me dise comment est-ce que le Wikipédia a réussi à avoir cette information, parce qu'on n'entend pas son prénom de tout le film. Enfin, en tout cas, j'ai pas fait gaffe. Donc on va l'appeler Cooper, hein, comme dans la VF, parce que j'ai vu le film en VF. Donc Cooper va donc être, on va dire, embauché, engagé, bon allez, engagé / embauché, pour une mission spatiale dont le but est de traverser un trou de verre qui va donc emmener son équipe dans l'espace lointain, et donc de trouver une planète habitable. Le problème c'est que, alors pour ceux qui connaissent pas, alors le problème c'est que, étant donné que c'est un trou de verre, il va y avoir pas des distorsions de l'espace-temps, mais comment vous expliquer? Parce qu'en fait le film joue beaucoup justement, en fait c'est le principal, on va dire,
sans le trou de verre, il y aurait pas de, le film serait, il y aurait pas de scénario quoi. Non, enfin je sais pas comment l'exprimer. Ah merde, j'ai perdu où j'en suis, merde. Donc je vais revenir où j'en étais au début. Ils vont donc traverser un trou de verre. Et du fait qu'ils traversent un trou de verre, ils vont traverser une très longue distance en très peu de temps. Ce qui fait qu'il va y avoir des différences d'années entre l'équipe qui va dans l'espace et la Terre, où les gens vieillissent alors que eux ils ne vieillissent pas. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, alors un trou de verre c'est tout con, on va imaginer... Imaginons, voilà, c'est très con, imaginons que ma main est une feuille, que ma main c'est l'espace. Ceci est votre point 1, votre point A, ceci est votre point B. Faire cette distance-là, ça mettrait des années, voire des milliards d'années. On va dire c'est, allez, point A c'est la Terre, point B c'est la galaxie la plus proche, donc si ma mémoire est bonne, voilà, 60 000, entre là et là, il y a 69 900 ans. Et ben un trou de verre en fait, c'est un truc qui fait que l'espace se replie, et du coup en fait on a un chemin qui est comme ça. Je vais prendre une feuille. Je vais prendre une feuille. Ah, c'est cool d'être lycéen. J'aurais dû préparer ça avant. On va encore m'engueuler dans les commentaires. Voilà. Alors, j'ai pas de stylo, c'est pas grave. Ceci est votre point A, ceci est votre point B. Donc en fait, le trou de verre fait ceci. C'est-à-dire qu'en fait, votre point A et votre point B sont reliés. C'est limite le même endroit. Sauf que c'est un portail en fait. Tout connement, le trou vert c'est un portail qui vous permet de voyager très rapidement dans l'espace, mais pas dans le temps. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un trou de verre, c'est la théorie, le temps est figé, le temps que vous faites facile à traverser, le temps est figé pour vous, pour les personnes qui sont dans le trou de verre. Par contre, pour ceux qui ne sont pas dans le trou de verre, donc les habitants de la Terre, le temps continue de s'écouler. Ce qui fait que par exemple, imaginons, vous allez dans un trou de verre, la distance pour aller de tel ou à tel endroit, c'est 5 ans. Vous allez traverser le trou de verre en 10 minutes, sauf que par exemple, votre tante qui est restée sur Terre, elle a pris 5 ans. Voilà, c'est un peu le voyage dans le temps en fait. Tout connement. Et du coup, du fait que, donc je vais y revenir, du fait que les scientifiques prennent le trou de verre, ils doivent en quelque sorte se dépêcher parce que la Terre va bientôt mourir tout simplement. Et donc voilà. J'en ai pas dévoilé plus parce qu'il y a un petit plot twist, enfin la dernière scène de film joue beaucoup en fait sur ce changement de temps et le fait très bien d'ailleurs. C'est génial. Très franchement c'est génial, j'ai kiffé ma race. Le film dure 2h45. C'est un petit peu longué. Je me suis surpris à quelques reprises à regarder l'heure sur mon téléphone. Donc c'est un petit peu long, mais ça reste vachement bien. Moi c'est tout con. Le film m'a clairement fait rêver. Car moi l'infinité de l'espace, la grandeur de l'espace, moi c'est le genre de truc qui me fait rêver. Moi c'est tout con. Je pourrais regarder des heures un ciel étoilé parce que je vais m'imaginer l'infinité, la grandeur de l'espace, les planètes qui nous restent à découvrir. Et vraiment, c'est clairement le genre de truc qui me fait triper. C'est d'ailleurs pour ça que je suis un très grand fan de la saga de jeu Mass Effect, parce que voilà, la saga de jeu Mass Effect marche beaucoup là-dessus, avec toutes les planètes qu'on découvre, enfin les planètes à découvrir, les espèces et tout. L'histoire, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez infini. Enfin, pas d'infini, mais voilà, qui est quand même très vaste. Et puis là, Interstellar joue beaucoup là-dessus. C'est vraiment essayer de nous faire imaginer vraiment à quel point en fait l'espace c'est immense, qu'on se rend pas compte à quel point on est petit face à la grandeur de l'espace, tout en rajoutant bien évidemment de la SF, hein, c'est à dire qu'on a des concepts sur les trous noirs, comment dire, enfin sur ce qu'il y a dans les trous noirs, un délire comme quoi le temps est une 5e dimension, la 4e dimension n'est d'ailleurs pas évoquée dans le film. Il me semble que c'était un truc, je crois, non c'est pas la gravité, non, que ce soit le temps qui soit la 4e dimension et que ce soit la gravité qui soit la 5e dimension. C'est un peu compliqué, ils expliquent pas vraiment quelle est la 4e dimension dans le film.
Et oui, non, c'est incroyable, franchement, le film a vendu du rêve juste pour ça. J'ai vu plein de critiques qui disaient que le film avait des trucs scientifiques pas très accurate. Bon, pour le coup, moi je m'en fous. Pour le coup, c'est peut-être vrai, j'ai pas fait gaffe, je ne suis pas un pro en astronomie ou en astrophysique. Ça se dit astrophysique? On va dire que oui. Mais pour le coup, si vraiment vous êtes on va dire si vraiment vous avez des connaissances très pointues dans le milieu de la physique et de l'astronomie et de ça, et que c'est le genre de truc qui vous empêchez de voir un film, oui éventuellement ça va vous faire chier s'il y a des incohérences scientifiques, mais moi je prends le film tel quel, c'est-à-dire j'ai très peu de connaissances en physique et de ça, et franchement ça s'appuie surtout avec le fait que voilà, moi l'infinité de l'espace me fait rêver, et bah le film m'a carrément fait rêver, il m'a fait voyager, c'est un truc de dingue. C'est franchement bien rythmé, même si, on va dire la fin un petit, voilà, c'est la fin qui m'a un petit peu dérangé, c'est un petit peu longué la fin, mais ça reste plutôt bien rythmé, je veux dire, on n'a pas vraiment, on s'ennuie pas, moi je me suis pas ennuyé, parce que quand je dis que c'est longué, je me dis que c'était limite, c'était pas chiant à regarder, mais on se dit putain ça aurait pu être coupé, parce qu'il y a des trucs un petit peu inutiles, c'est il y a des petits trucs inutiles. C'est tout con, c'est genre des 20-30 secondes, mais plus vous accumulez, plus vous accumulez, plus vous accumulez. Là, ça commence à faire, allez, 5-10 minutes, et ça commence à faire beaucoup, quoi. Déjà sur un film de 2h40, enfin 2h45, voilà, quoi. Les acteurs sont tous excellents, franchement. Déjà, Matthew McConaughey, je ne le présente plus, je veux dire, c'est Matthew, hein, c'est Dallas Buyers Club, qui est franchement bon. Il a aussi joué dans un film qui s'appelait Mud, je sais plus, MUD, un truc dans le genre, qui se passait dans le Missouri, que je n'ai pas vu, mais qui apparemment, j'ai vu beaucoup de gens dire que c'était le meilleur rôle de McConaughey depuis qu'il a commencé sa carrière, meilleur encore que dans Dallas Buyers Club, dans lequel je l'avais trouvé bon, mais sans plus, quoi. Buyers Club j'avais bien aimé, mais c'était pas non plus un truc extraordinaire, quoi. C'était à voir, c'était à voir. Voilà, Matthew McConaughey toujours bon. Jessica Chastain, j'adore cette actrice, très franchement, c'est une actrice que je vénère, depuis que je l'ai vue dans The Dark 30, elle a un talent incroyable, et là, elle le montre encore. Michael Caine, bien évidemment c'est Michael Caine, on ne juge plus Michael Caine, Michael Caine c'est un des lieutenants de Morgan Freeman, hein, tout simplement, c'est pour dire à quel point le mec est bon. C'est pas vrai, hein, ce n'est pas un des lieutenants de Morgan Freeman, c'est une métaphore pour dire que c'est un des lieutenants de Dieu, parce que Morgan Freeman a joué Dieu, enfin bref, c'est une blague un peu mauvaise, si c'était pas vraiment une blague, enfin bref. Donc Michael Caine toujours aussi bon. Casey Affleck, son rôle est assez mineur, du coup bah bon, il est bien, c'est Casey Affleck, hein. Voilà, c'est pas non plus extraordinaire. Il est par contre très mal doublé. Enfin non, il est pas mal doublé, c'est un mauvais choix de comédien. Il est doublé par Donald Renew. Et malgré tout le talent que Donald Renew a, la voix ne colle pas au physique et au personnage. Matt Damon, bah c'est Matt Damon, hein. Il n'y a plus besoin de dire quoi que ce soit. Anna Hathaway, qui pour le coup, qui n'est pas une actrice que j'affectionne particulièrement, elle joue bien mais sans plus. Là pour le coup, je trouvais qu'il y avait quelque chose. C'est toujours mieux que ce qu'on avait eu dans The Dark Knight Rises, dans lequel elle était très moyenne. Bon, je suppose plus que c'était plus un problème d'écriture que de jeu d'acteur, mais quand même, sa performance dans The Dark Knight Rises était passable. Voilà, c'était juste le minimum syndical. Là pour le coup, ouais, là il y a de l'émotion, on va dire. Là il y a du jeu, là oui, là elle m'a pas non plus impressionné, mais elle m'a pas laissé indifférent. West, c'est celui que j'avais oublié de citer, je me disais bien, non, au revoir. C'est West Besley. Je crois que c'est un acteur britannique, en plus j'ai déjà vu dans un film, c'est West Besley, faut que je retrouve ce nom, sinon ça va m'énerver. West, dis-moi ton nom. Allez, s'il te plaît. Évidemment, il faut que mon téléphone mette 3 ans à charger. Non, c'est bon. West, et le verdict est... West Bentley, voilà. Bentley. C'est dur, hein, Bentley. On dirait un à dire Bentley. Donc Wes Bentley qui a un rôle tout à fait mineur.
il disparaît très vite. Je dis pas pourquoi, mais il disparaît. Je dis pas si s'il s'en va faire un voyage à Acapulco, s'il meurt, s'il se retire du projet du voyage, voilà. Il disparaît très vite. Et c'est un peu dommage parce que j'avais déjà vu dans 2 films, là je peux pas en citer d'autres de lui, mais c'est un mec. Bon, il est pas. Il est pas. Comment dire, c'est pas un géant, hein, évidemment, mais il joue bien quoi. Donc oui, les acteurs sont plutôt bons, la VF est plutôt bonne dans l'ensemble. Sauf bien évidemment celle de Casey Affleck et celle d'Anna Hathaway, celle-là faut la changer vite. Elle a une voix tellement en fait elle a la même VF que dans The Dark Knight Rises qui déjà était pas bonne du tout. C'est vraiment sa voix française et c'est pas qu'elle fait trop jeune, c'est qu'elle fait elle fait pas assez mature tout connement. Tout connement. C'est vraiment, ça fait vraiment peu fille espiègle et ça, alors que quand même, je veux dire, dans le film, Anna Hathaway n'est clairement pas espiègle. Hein, je veux dire, c'est une scientifique super sérieuse qui vit des choses dures. Enfin voilà, là pour le coup, il y a vraiment un problème de casting pour sa VF, pour la VF d'Anna Hathaway et de Casey Affleck. Mais à part ça, ça joue bien et puis la VF est plutôt pas mal. La musique, oh la vache, putain, que c'était bon! Ah la vache, ça fait du bien. Personnellement, je trouvais que Hans Zimmer s'est renouvelé pour le coup. C'est-à-dire qu'on n'a plus les mêmes envolées épiques qu'on avait dans The Dark Knight, récemment il y avait Rush aussi. C'était très bien, hein. Les envolées épiques de Hans Zimmer sont excellentes, il n'y a pas de problème. Mais c'était toujours un petit peu la même chose, c'était bien mais il se renouvelait pas. Là pour le coup si, je trouve personnellement que Hans Zimmer s'est vachement renouvelé. On a des trucs très... qui évoquent beaucoup l'espace justement. Et c'est balèze, parce que alors je sais pas si c'est vrai, tout le monde le dit, mais je pense qu'en fait on ne pourra jamais savoir la vérité. Apparemment Hans Zimmer a composé la musique du film sans voir une seule image du film, sans même lire le script. Et avoir une musique aussi bonne et qui colle aussi bien au film, c'est juste du génie. Après, je pense qu'on ne pourra jamais savoir si c'est réel, s'il a réellement composé la musique du film sans avoir vu le film ou sans avoir lu le script, mais si c'est le cas, franchement là, Hans, ce mec n'est pas un des plus grands compositeurs de tous les temps, c'est le plus grand compositeur de tous les temps, c'est juste du génie ce qu'il a fait. Parce que la musique colle parfaitement à chaque situation et puis elle est super bonne, super bien composée, c'est incroyable. Bon, les petits bémols pour la bande son, ils ont pas gardé le morceau super classe qu'il y avait dans la bande annonce là, qui était une composition originale pour le film. Je crois bien. Oui, il me semble. Oui, c'était une composition originale, mais ils l'ont pas gardé pour le film en lui-même. Ils l'ont juste mis pour la bande annonce. Je trouve ça un petit peu triste parce qu'elle était franchement bonne. J'aurais bien vu en scène de fin, enfin dans une des scènes de fin. Ça aurait juste tellement bien collé. Ou même durant la scène où Matthew McConaughey et son équipage traversent le trou noir. Le trou de verre, pardon. Et ouais, franchement, la musique aurait bien collé à ce moment-là, mais ils l'ont pas gardé. Mais la BO reste franchement excellente. Je pense que je vais essayer de me la procurer parce que c'est juste très bon. Alors le film aurait apparemment été tourné véritablement sans effets spéciaux, enfin sans effets spéciaux, sans fond vert. Alors c'est assez difficile à dire parce que Nolan, c'est vrai que c'est quelqu'un qui utilise très peu la technologie, on va dire, qui repose sur des ordinateurs, dans le sens où déjà ses films ne sont pas tournés en numérique. Il faut savoir que son film il l'a tourné en IMAX, enfin en tout cas il l'a tourné en pellicule et en pellicule IMAX. Bah non, il l'a tourné en IMAX tout court en fait, donc en pellicule. Et déjà dans The Dark Knight The Dark Knight et Inception aussi, il y avait très peu de fond vert. Alors, vous c'est un exemple dans les deux.
Alors, dans Inception, par exemple, la scène de l'hôtel où la gravité change et que du coup Joseph Gordon-Levitt et un bad guy sont en train de flotter un peu, de se mettre sur la gueule et de flotter un peu partout, c'était un décor qui tournait en fait tout simplement en temps réel et du coup voilà, c'était pas un fond vert, c'était pas des effets spéciaux, genre ils étaient suspendus à des câbles et puis derrière il y avait des fonds verts et puis hop hop hop, hop on en rajoute l'hôtel derrière, non non. C'était véritablement, ils ont construit un décor qu'ils ont fait tourner comme ça. Et dans The Dark Knight, je pense The Dark Knight en exemple parce que c'est le meilleur des 3 Batman de Nolan. Objectivement parlant, hein, même moi c'est mon préféré, mais objectivement parlant ça reste le meilleur de toute façon. Et donc ouais, un exemple d'effets spéciaux fait sans maquette dans The Dark Knight, tout connement la scène avec le camion qui se retourne comme ça, là, comme ça là c'est quand avec le Joker, oui quand le Joker est censé être dedans et puis il en sort miraculeusement. C'était pas des effets spéciaux numériques, c'était, je crois, alors, il me semble que c'était un vrai camion. C'est pas, soit c'était un vrai camion, soit c'était une maquette. Je crois, non, je confonds avec, ah mince. Je crois que je confonds avec la scène en dessous, sous le pont, et que la Batmobile défonce un camion. Ça, c'était des maquettes. Mais il me semble que le camion qui se retourne, c'était aussi une maquette, à moins que ce soit aussi, que ça a été réel aussi. Je ne sais plus. Il faudrait que je le cherche. Bref, Nolan c'est quelqu'un qui utilise que très peu de fond vert. Et alors du coup, quand j'ai vu le... Alors, durant tout le film, oui, j'ai pu croire à la maquette. Par contre, vers la fin, ceux qui ont vu le film comprendront, je pense, de quel moment je parlais. J'ai du mal à y croire. Pour le coup, ouais, j'ai beaucoup de mal à croire qu'il n'ait pas fait son film sans fond vert. C'est peut-être que c'est le cas, hein. Peut-être que c'est le cas, hein. Peut-être que pour la scène, bon, je vais spoiler un peu. C'est en fait une scène, c'est vers la fin, en fait, on a, bah pour ceux qui ont déjà joué à Mass Effect, ah non, je vais pas citer Mass Effect parce qu'il y a très peu de gens qui ont joué en fait. Il y a des camps, on va dire, terriens, voilà, des parquets de ça, sauf qu'en fait c'est en rond et que la gravité en fait tient le tout, quoi, que c'est grâce à la gravité rien ne tombe et genre on a des champs qui sont comme ça, qui font des ronds comme ça, et voilà. Donc c'est en fait une planète dans un cylindre un peu. Non, enfin c'est une station spatiale, mais voilà, vous voyez ça comme si on avait mis la Terre dans un cylindre. Et on a un plan où, très franchement, j'ai très mal dû à croire à la maquette. Je pense que c'est du fond vert. Mais McConaughey a dit que dans une interview que le film a été tourné sans fond vert. Je sais pas. C'est pendant tout le film, ouais, carrément, je peux y croire. Par contre, le dernier, mais ouais, la Terre dans un cylindre, là, comme il l'a montré à Nolan, c'est... Je sens le fond vert. La photographie, excellente, putain, la photographie du film est juste éblouissante, j'ai pris une claque. Le plan qu'on a déjà, vous avez tous déjà vu dans la bande-annonce sur Saturne, et franchement, à voir au cinéma, ça en fout encore plus à la gueule, même si ça n'est que Saturne. C'est vraiment voir le petit vaisseau et là, voir la planète qui est juste comme ça. On se dit, ah putain, c'est grand. Il y a vraiment une sensation de gigantisme des planètes, même des trous noirs et tout dans le film qui est incroyable. Le design du trou vert était juste génial. Vraiment, surtout quand ils sont dans le passage dans le trou vert, c'est vraiment la photographie et les décors du film sont incroyables. Mais même de base, le film est incroyable. C'est un des meilleurs films que j'ai vu de l'année. Et très franchement, c'est facile un des meilleurs films de science-fiction que j'ai vu de ma vie. Parce que c'est génial, franchement, moi ça m'a emporté, ça m'a fait rêver. Vraiment, les grandeurs de l'espace, vraiment, il n'y a rien à dire sur le film, hein, que ce soit les acteurs, le scénario, la musique, les décors, tout, vraiment tout. C'est du très bon, c'est du Nolan. C'est vraiment. Bon, je disais. Je dis c'est du Nolan. Je ne connais que Nolan, Inception et comment dire. Et la trilogie des Batman, ce sont vraiment les seuls Nolan que j'ai vus. Je vais voir les autres, hein, mais je pense que. Enfin, je pense. Non, en fait, je pense pas que ce sera aussi bien qu'Interstellar parce que généralement on dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc bon, je pense que je vais aimer les autres Nolan. Hein, mais je pense pas que je vais les trouver aussi bien qu'Interstellar. Parce que là, Interstellar met la barre très haute. Et voilà. Et ouais,
D'ailleurs, j'ai un petit un truc. Je crois qu'Interstellar, c'est un des seuls films de SF qu'on a eu cette année. Il y en a eu que très peu cette année. C'est triste, hein. C'est, oui, enfin, l'année prochaine, avec la SF, on aura de quoi faire. Je veux dire, on aura comme Star Wars 7. Hein. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de films de science-fiction cette année. Bon. Bah, pour le peu qu'on ait, sur le peu de films de science-fiction qu'il y a eu, il y a eu Interstellar, et franchement, s'il n'y avait eu que ce film de science-fiction cette année, ça aurait largement, oui, ça aurait amplement suffi parce que le film est excellent. Allez le voir si vous êtes fan de SF, si vous aussi comme moi, les grandeurs de l'espace ça vous fait rêver. Vous allez prendre votre pied. Moi j'ai pris mon pied et puis vraiment là pour le coup, Nolan m'a encore ébloui pour la troisième fois. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt et puis à la prochaine critique. Hein. Ciao.